Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonjour. Nous sommes sur notre chaîne télévision Bonheur TV et nous avons un invité, un frère, Monsieur Gaston. Nous allons parler un peu de notre histoire, l'histoire du Rwanda. Nous allons parler un peu, retracer la situation rwandaise à partir de 1990, le 1er octobre 90, quand la guerre a déclenché, la guerre entre le Rwanda et le FPR. Monsieur Gaston, comment vous allez? Merci, cher frère Bonheur. Je vais très bien. Je vais très bien par rapport aux autres qui sont au Rwanda, qui sont sous ce régime criminel sanguinaire de Kagame. Et moi, ici, je vais bien. Et donc, je vais très bien et j'espère qu'eux aussi, ils vont aller bientôt très bien. Parce que je sais que ce n'est pas du tout facile la situation dans ce pays. Mais pour répondre à ta question, je vais bien. Merci. Merci bien. Donc, à ceux qui ne connaissent pas Gaston, pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs? Et j'aimerais d'abord commencer par dire bonjour à tout le monde, à ceux qui nous regardent ou ceux qui nous regarderont dans les prochains jours ou les prochains mois. Et me présenter, oui, je m'appelle Gaston Mutarambiwa et je suis d'origine rwandaise. Et voilà, j'ai grandi, vécu au Rwanda. Et j'ai quitté le Rwanda pendant les événements que tout le monde connaît. Mais beaucoup de gens connaissent mal parce qu'ils sont mal informés. Les médias occidentaux nous ont, enfin, nous ont transformés en... Allez, ils nous ont fait des parias. Donc on est devenus des parias et parce qu'on ne veut pas nous donner la parole pour qu'on dise vraiment ce qui s'est passé, nous qui avons vécu la situation. C'est dommage parce que ceux qui racontent l'histoire du Rwanda, ce sont ceux qui ne l'ont pas connu, ne l'ont pas vécu. Donc, ben voilà, donc je suis heureux d'être là pour dire ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et dans ce pays qu'on appelait à l'époque la Suisse de l'Afrique, mais qui est par après devenir enfer sur terre et les gens transformés en criminels alors que ce sont les vraies victimes. Merci, j'espère qu'on va être utile et surtout informer ceux qui veulent connaître vraiment la vérité. Merci. Merci bien, Gaston. J'étais en train de parler de la guerre du Rwanda entre le FPR et le gouvernement rwandais. Donc, euh, à partir du 1er octobre 1990, où vous étiez? Alors, ben, merci pour cette question. Le 1er octobre en 90, j'étais encore un petit élève, un petit élève dans une école secondaire à Hyogwe. Et j'étais à l'école, je n'étais pas dans ma région d'origine parce que je suis originaire du nord-ouest du Rwanda, dans la préfecture de Gisenyi, commune Giciye. Mais à l'époque, je n'étais pas donc chez moi, j'étais dans la préfecture de Gitarama. Et je salue beaucoup les gens de la préfecture de Gitarama parce que j'ai beaucoup d'amis de là, j'ai vécu des bons moments quand je vivais là-bas. Parce que comme tu le sais, quand on est en secondaire, on partait, la plupart du temps, on vivait à l'école et on fréquentait les églises de la région ou les églises qui étaient tout près de l'école. Et on avait des amis et les gens qui venaient de cette région nous considérer comme leurs propres enfants. Donc, je leur dis bonjour, ceux qui ont pu y échapper jusqu'à maintenant, parce que ce n'est pas du tout facile voilà, de vivre avec un pouvoir criminel comme ça. Mais donc, j'étais à Shogwe, je n'étais pas chez moi.
Ok, merci bien. Donc, je comprends que à l'époque, quelqu'un qui était à l'école secondaire, quand même, il était à mesure de comprendre exactement ce qui se passait. Alors, lorsque nous parle du FPR, le Front patriotique rwandais, euh, la milice armée qui a attaqué le Rwanda, qui a fini par prendre le pouvoir en 1994, justement dans le bain de sang de génocide. Euh, alors, pouvez-vous nous retracer un peu, en fait, comment la guerre a évolué jusqu'à la prise du pouvoir en 1994? Alors, c'est, ce n'est pas une petite histoire qu'on peut raconter comme ça, mais je vais essayer de faire un effort parce que ce sont des choses, ou bien c'est une histoire que moi j'ai vécue. Ce n'est pas quelque chose qui m'a été raconté, et comme je vois déjà raconter des charabia à gauche à droite, des histoires qui n'ont ni tête ni queue ni tête. J'ai vécu la situation. Alors, je viens de dire que j'étais en troisième année, j'étais en secondaire, mais j'étais en troisième année secondaire. Donc, vous voyez, j'étais un jeune homme et voilà, plein de vie. Je l'ai appris, l'information, si je me souviens très bien, je l'ai apprise le soir. Et parce que après avoir mangé le soir, on écoutait la radio, les informations qui passaient à la radio nationale. À l'époque, il n'y avait qu'une seule radio, la radio Rwanda. Et les informations passaient en Kinyarwanda à 19 h et les informations en français, ça passait à 20 h. Donc, c'est ce soir-là, donc le 1er octobre, qu'on a appris que les hommes armés étaient venus de l'Ouganda et qu'ils avaient attaqué depuis la préfecture de Byumba. Et à ce moment-là, on se disait que c'était des voleurs ou des voyous qui venaient voler les vaches. Parce qu'avant l'attaque, apparemment, je dis apparemment parce que je n'avais pas été là, mais on en parlait toujours dans les informations, il y avait des voleurs de vaches qui quittaient l'Ouganda pour venir voler les vaches dans la préfecture de Byumba. Il ne faut pas oublier aussi que la préfecture de Byumba, il y avait beaucoup d'éleveurs, normalement des Bahima, qui élevaient les vaches. Donc, les gens venaient de l'Ouganda pour voler les vaches. Nous, moi personnellement, j'ai cru que c'était ces mêmes voleurs qui venaient voler les vaches. Alors, le jour suivant, donc le 2, on a appris que apparemment il y avait des combats. Et il y avait des journalistes de la radio Rwanda, donc ça passait à la radio, qui étaient partis là-bas, qui avaient interrogé la population. Et les populations disaient, évidemment, ils étaient effrayés, on sentait qu'ils avaient peur, il y en avait d'autres qui étaient en pleurs. Moi, je ne les ai pas vus, mais à la radio, on le sentait. Et qui disait comment les militaires en uniforme de l'armée ougandaise avaient attaqué le Rwanda, qu'ils avaient tué des frères ou des sœurs ou bien des conseillers des secteurs ou bien des gens qui avaient une certaine des responsabilités dans l'administration locale. Et c'est à ce moment-là qu'en fait on a commencé à avoir peur parce que déjà on n'avait pas encore dit exactement qui étaient ces gens et surtout ces gens qui venaient, qui tuaient, quasiment qui rasaient tout. Et alors à ce moment-là, on a commencé à avoir peur aussi entre nous. Et au fur et à mesure que les jours passaient, on entendait que apparemment c'était, bon, je crois qu'une semaine ou une semaine et demie après, on a appris que c'était le front patriotique rwandais, et qui était composé de Tutsis qui venaient de l'Ouganda, d'après ce qu'il disait, et pour libérer des Tutsis de l'intérieur. Ça a sonné comme un choc parce que moi, tu vois, à cette époque, tu es en troisième année secondaire, tu sais pas qui c'est, est-ce que c'est un Tutsi, tu sais pas si ton camarade d'à côté c'est un Tutsi, ou c'est un Hutu, ou c'est un toi. On faisait pas vraiment attention à ces histoires. Et à ce moment-là, il y avait le directeur, il nous a dit que nous,
on devait se calmer, qu'on était là pour étudier qu'il ne fallait pas que les histoires ethniques viennent nous perturber. Parce que tu sais, à l'époque, au Rwanda, quand on avait la chance de réussir l'examen à l'école secondaire, il fallait absolument étudier. Et ce n'est pas comme ici en Occident où dès que tu échoues dans une école, tu peux changer facilement d'école. Et le directeur il tenait à ce qu'on reste comme des frères, ce qui était le cas, et surtout qu'on se concentre sur nos études, que les militaires allaient s'occuper de ce problème. Et je me souviens, bon, je ne vais pas raconter jour par jour ce qui s'est passé, mais je me souviens que vers la fin du mois d'octobre, on avait quasiment chassé tous les assaillants. On a dit qu'on avait bouté les assaillants hors du territoire rwandais. Et donc, on a fait une marche célébrant cet événement parce qu'on s'est senti soulagé. Et dans cette marche, je peux vous dire qu'il y avait des Hutus, il y avait des Tutsis, il y avait des Toits. Alors, tu peux me poser la question, comment on a su que tel était Hutu, tel était Tutsi? Exact. On ne pouvait pas vraiment dire tel c'est un Tutsi, tel c'est un Hutu physiquement. Sauf que il y avait des gens qui étaient déçus. Et je me souviens d'un gars, j'espère qu'il est encore là, un gars qui était dans la même classe que moi, qui s'appelait Lutayengwa. Ce gars, il était déçu parce qu'il m'a dit, mais il nous a dit que son, cousin, non, son oncle allait rentrer et prendre le pouvoir. Et il nous a dit, maintenant c'est raté. J'ai dit, mais attends, comment tu sais c'est raté? Il nous a dit, il venait de la préfecture de Ruengeri. Donc, ce gars, il nous a dit qu'il il était déçu parce que les militaires avaient chassé le FPR et que donc, il est déçu. Enfin, mais on n'a pas voulu aller trop loin parce qu'on ne voulait pas créer des histoires, mais tu voyais que même s'il est venu marcher, faire cette marche avec nous, c'était à contre-cœur. Apparemment, pour moi, il n'a pas voulu rester à l'école et laisser Il les autres. n'était vraiment pas d'accord avec. Honnêtement, il n'était pas d'accord avec cette célébration ou cette démarche qui servait surtout à encourager les militaires. Et je me souviens très bien, quelques jours après, d'ailleurs, cette marche, il y a eu des chansons qu'on a sorties, dont par exemple Imihigo y'Ingabo z'u Rwanda, donc pour chanter, louer la bravure La de bravoure. l'armée rwandaise qui avait chassé l'ennemi. Je ne sais pas si tu as une question à me poser ou si je peux continuer. Oh non, tu peux continuer. Et alors, ben, quelques jours après, donc jusqu'à là, c'était les hommes qui attaquaient le Rwanda, c'était les gars, les gens en uniforme de l'armée ougandaise. Et ça n'a pas duré longtemps, malheureusement, cette accalmie, parce que 2 ou 3 jours après, il y a eu encore une attaque, cette fois-ci très forte, et avec une armée bien organisée. Et surtout, il y avait des camions de l'armée ougandaise qui prenaient part à ces attaques. Ce qui veut dire qu'en fait, et à l'époque, je me souviens, les autorités rwandaises avaient dit que c'était l'armée ougandaise qui avait attaqué le Rwanda. Ils ont maintenu ce discours jusqu'à mi-novembre. Et à mi-novembre, ils ont commencé à dire que c'était les Tutsis d'origine rwandaise qui voulaient rentrer au Rwanda. Et à ce moment-là, évidemment, c'était chaud. On commençait à se poser des questions. Comment on va faire? Et surtout, les vacances de Noël approchaient. Vous savez qu'au mois de décembre, on prenait des semaines de congé et pour aller fêter Noël, Nouvel An en famille. Et il y avait les gens, les garçons qui venaient, les garçons, les enfants qui venaient de cette région, qui ne pouvaient plus rentrer chez eux à cause de la guerre. Donc, ça a eu un impact parce que le directeur, à la fin, donc là, je saute et j'arrive au mois de décembre, il avait dit que les gens qui n'avaient pas de famille à Kigali ou dans une autre région où ils pouvaient aller passer des vacances, ils pouvaient rester à l'école. L'école, le ministère allait prendre en charge tout ce dont ils auraient besoin. Donc, ça veut dire les frais, les déplacements ou la nourriture, parce qu'il fallait que
les cuisiniers restent. Donc, ces gens qui allaient rester à l'école, le ministère allait s'en occuper. Et donc, nous, on est parti. Moi, je viens du nord, mais du nord-ouest, il n'y avait pas encore la guerre. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est la violence avec laquelle le FPR tuait les gens. On décrivait comment on tuait les gens. Et on tuait les vieillards, les femmes et les enfants, les femmes qui étaient violées, et surtout les gamins, donc les petits-enfants, qu'on écrasait les têtes contre les murs. Donc ça a choqué la population. Dans l'histoire du Rwanda, on ne nous avait jamais parlé de cette, allez, de cette méchanceté qui dépasse l'entendement. Pour moi, je n'avais jamais entendu ça quelque part. Et là, tu voyais les gens qui décrivaient ça, et c'était choquant. Donc, je vais essayer d'avancer un tout petit peu. Donc, il y avait les arguments que le FPR commençait à avancer. Et là, on écoutait, tu sais, en troisième, on écoutait les informations aussi en français. Et on écoutait aussi RFI et BBC. Mais BBC, on n'était pas très bien, on n'était pas à l'aise en anglais. On écoutait surtout RFI. Et il y avait la journaliste Mukamabano, je me souviens très bien. Et, et cette journaliste qui n'arrêtait pas de dire comment les Tutsis n'allaient pas à l'école et ne bénéficiaient de rien, qu'ils étaient harcelés, qu'au Rwanda, ils n'avaient rien. Et là, nous qui étions là, mais on se posait des questions, on se demandait même si cette dame avait mis les pieds au Rwanda. Parce que tout ce qu'elle racontait, c'était faux. Et le premier, allez, je vais dire le premier businessman au Rwanda, c'était un Tutsi, qui, donc Majambere Silas. Il y avait les autres, Kajegwakwa Valens. C'était des Tutsis. Il y avait Rwigara Sinapor. Ces gens, c'était des Tutsis. Et c'est, bon, je peux citer, la liste peut être très longue. Mais tous ces gens, quand ils disaient au Rwanda, ils ne peuvent pas faire des business, on se demandait, mais ils parlaient de quel Rwanda? Est-ce que c'est un autre Rwanda ou c'est le Rwanda dans lequel nous vivons? Et là, on ne comprenait pas. Et ils disaient qu'au Rwanda, là c'était le FPR cette fois-ci, qui disait qu'au Rwanda, il n'y avait pas de démocratie. C'est vrai qu'il y avait un parti unique. Moi, je n'ai jamais fait de la politique. Je n'ai jamais fait partie de ce parti politique. Et il disait qu'il venait pour restaurer la démocratie au Rwanda. Mais nous, on se disait, mais ces gens, ils veulent venir restaurer la démocratie au Rwanda. Comment peux-tu prétendre instaurer une démocratie alors que tu vises déjà une population, tu massacres les gamins, les enfants, les vieillards, les femmes, tu violes et tu tues surtout les bébés et de cette façon et prétendre instaurer une démocratie. Et là, on a commencé à se dire que, au fait, le FPR, ce n'était pas vraiment pour la paix, mais c'était pour exterminer les gens, ce qui s'est confirmé par après. Alors, ben, le FPR, évidemment, à chaque fois qu'il attaquait, c'était avec beaucoup de virulence, beaucoup de force. Et ils ont attaqué donc la région du nord de Byumba. Et quelques années après, enfin, quelques années, une année après, ils ont commencé vers étendre les attaques vers la préfecture de Ruhengeri, surtout en passant par la région des volcans. Et je me souviens très bien, peut-être je vais en parler en détail après, mais il y a une chose aussi qu'on oublie, je ne sais pas si tu allais me poser la question concernant à ce moment-là, en 91, il y a eu le courant, parce que le FPL disait qu'il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait qu'un seul parti politique. On a ouvert, le gouvernement a ouvert la porte au Oui, multipartisme. avant de continuer, effectivement, j'avais une question parce que vous avez dit que vous venez de dire que au Rwanda, cette journaliste Mukamabano disait que il y avait une discrimination des Tutsis, que les Tutsis n'allaient pas à l'école, etc.
Mais voulez-vous nous dire qu'il n'y avait pas de discrimination au Rwanda du moment où vous-même vous dites que les gens dont les noms vous venez de citer faisaient du commerce, des businessmen, comme on le dit. Alors, pourquoi s'ils étaient seulement de ce côté, on ne peut pas dire que c'est une discrimination au moment où ils devaient être quand même un dans le business, un dans l'administration publique. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, écoutez, pour répondre à votre question, je pense que les Tutsis, restent toujours des Rwandais comme les autres. Je dis je pense que le pouvoir de Habyarimana ne faisait pas de discrimination ethnique. Ça veut dire que si un Tutsi était capable de faire un travail comme il fallait, il avait le travail. Je peux me tromper, mais il y a des exemples qui sont là. Il y avait des ministres Tutsis. Il y avait des députés qui étaient Tutsis. Il y avait des près des ministres. Il y avait des, chez nous, allez, je vais te donner un exemple simple. Je viens de la préfecture de Gisenyi. Moi, dans ma préfecture, là, ça je l'ai appris justement pendant la guerre, on n'a eu qu'un autre préfet. Le préfet de la préfecture, c'était Nchunguinka François. C'était un Tutsi. Mhm. Et c'était la préfecture originaire de Habyarimana. Je peux citer un autre exemple, les prêtres de la paroisse de Rambura, de chez Habyarimana. C'était des Tutsis. Il y en avait trois. C'était des Tutsis. Comment peux-tu me dire qu'il y a une discrimination alors que ces gens, ils sont dans l'administration, ce sont des directeurs des grandes entreprises étatiques, ce sont des ministres, ce sont des businessmen, et à l'école, dans mon école, je pense, les Hutus dans ma classe, je pense qu'ils ils étaient même pas 30% des gens qui étaient, je pense, je peux me tromper, on était autour de 25. Mais je pense dans ma classe, ils étaient majoritaires. Mais comment peux-tu me dire qu'ils sont discriminés? Qu'est-ce qu'ils voulaient de plus? Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, il n'y avait pas de discrimination. Et s'il y avait une discrimination, comment on pouvait avoir le premier homme d'affaires dans le pays, il est Tutsi. Le second, il est Tutsi. Le troisième, il est Tutsi. Les préfets sont des Tutsis. Enfin, il y a des Tutsis, des préfets, des Tutsis. Des chefs d'entreprise étatiques, ce sont des Tutsis. Mais où est la discrimination dans cette histoire? N'oublions pas que les Tutsis représentaient 14% de la population. Mais ils détenaient, je dis bien ils détenaient, plus de 70% de l'économie du pays. Ça, les gens ne le disent pas, mais c'est la réalité. Quelqu'un qui peut me dire le contraire, vienne me le dire ici ou ailleurs, qu'il montre les chiffres. C'est la réalité. Mais il y en a même le monsieur, comment il s'appelle, Majambele Silas. J'ai appris qu'il vivait en Belgique. Si je dis le contraire, qu'on aille l'interroger s'il a été vraiment discriminé. Il vit en Belgique comme réfugié, alors que c'est le FPR qui prétendait venir libérer les Tutsis, qui est au pouvoir. Et ce monsieur, il le sait très bien, il a soutenu bec et ongle, il a soutenu le FPR. Mais maintenant, il est réfugié. Et monsieur Guigara Asinapor, c'était l'homme d'affaires le plus connu parmi les hommes d'affaires Tutsi les plus connus au Rwanda. Et donc, il était l'homme d'affaires le plus connu et il était Tutsi. Mais qui l'a assassiné? C'est le FPR qui l'a assassiné il n'y a pas longtemps. Et sa famille, sa femme, ses enfants le disent. C'est pas moi qui le dis, je n'étais pas là. Et c'est sa femme, ses enfants, ils le disent. Quand ils l'ont dit sur la BBC, RFI, et ces gens, la famille a été jetée en prison par le FPR. Donc, où était la discrimination? Est-ce qu'ils vivaient mieux avant?
où ils vivent mieux maintenant. Parce que ceux qui ont fui, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus aller s'installer au Rwanda maintenant. Parce qu'il y a une discrimination envers ces gens. C'est ceux qui n'ont pas été tués. Donc, dans le reste de la famille de Rwigara, il y a une partie qui apparemment, j'ai appris qui s'est réfugiée aux États-Unis. Il y a une autre qui vit au Rwanda, mais qui n'a plus aucun droit. Alors que avant Bitado Habyarimana, ils avaient accès à quasiment tout. Donc, la discrimination, c'est où? Est-ce que c'est maintenant que le FPR est au pouvoir? Est-ce que c'est le moment, à l'époque où Habyarimana était au pouvoir? Moi, je pense que la discrimination, c'est maintenant. Qui discrimine les Tutsis maintenant? Surtout les Tutsis qui vivaient au Rwanda. Ce n'est pas. C'est le FPR. Habyarimana n'est plus là. Donc, la discrimination d'Itado Habyarimana, dis-moi ce que je connais, pour moi, il n'y avait pas de discrimination. Et d'ajouter quelque chose, peut-être même, tu venais de citer un certain nombre de personnes qui étaient dans les business et ceux qui étaient dans l'administration publique. Il faut aussi le dire que le président de l'Assemblée nationale, M. Sindi Koubgabo, je crois il n'est pas Hutu, et il est Tutsi. Et le secrétaire général du MRND, du mouvement révolutionnaire national pour le développement, c'est le parti au Bonaventure pouvoir Habimana. du président Habyarimana, c'était Bonaventure Habimana. Bon, il n'est pas Hutu, il est Tutsi. Alors, donc, j'ai eu une émission avec et monsieur tout récemment qui me disait que apparemment tout le pouvoir lui appartenait. Alors, donc, où on peut se poser la question à savoir, mais si c'était comme ça, pourquoi ils ont vraiment mené une guerre? Donc, ça, c'est une question. Mais une chose reste et que il y a les gens qui continuent à confirmer qu'il y avait une discrimination et dans les écoles et dans l'administration. Donc, alors, qui prouve le contraire, je ne sais pas. On verra. Peut-être qu'on aura quand même certaines personnes qui auront le courage pour qu'on puisse mener un débat, qu'on nous fasse comprendre dans quel sens, en fait, les gens étaient discriminés. À ce niveau-là, on pourra comprendre parce que à partir des exemples que vous venez de donner, je comprends quand même que même si vous n'avez pas tout cité, je comprends que quand même la discrimination, ce n'est pas, je ne sais pas comment on la mesure. Alors, Monsieur Gaston, donc il y a une guerre, la guerre s'éclate, et voilà les attaques. Vous avez parlé des gens qui ont été tués, vous avez parlé des gens des déplacés de guerre et autres. Maintenant, on nous parle souvent des assassinats qui ont eu lieu dans les préfectures de Byumba, dans la préfecture de Ruhengeri, et un peu partout et ailleurs. Alors, est-ce que vous en savez quelque chose? Monsieur Bonner, si vous permettez un tout petit peu, on peut revenir en arrière un tout petit peu. Tu as touché un point très important de dire il y avait une discrimination. On se rend compte qu'il n'y avait pas de discrimination. Mais pourquoi les gens, ils ont continué et ils ont mené la guerre? Pourquoi ils ont attaqué? Il faudrait peut-être s'y attarder un tout petit peu, si on a un tout petit quelques minutes, pour expliquer aux gens. Ok. C'est Non, c'est un vas-y, point important pour moi. Pourquoi je dis que vas-y. c'est important? Peut-être ça pourra expliquer la suite des événements et surtout le comportement de ces autorités de Kigali et les comportements actuels. Pourquoi? Parce que à l'époque, on sait que le Rwanda, c'était une monarchie. Mhm. Et une monarchie qui était dominée par les Tutsis, donc le roi, il était Tutsi, et surtout, il avait tout le pouvoir. Quand je dis tout le pouvoir, ça veut dire que le roi, il pouvait décider de tuer, faire tuer quelqu'un,
comme il le voulait et sans justification. Ça, c'est très important. Et les gens qu'il faisait tuer, c'était des Hutus. Donc, Ok. et, on va pas faire toute l'histoire du Rwanda, mais je peux faire remarquer aux gens qu'en 57, les Hutus ne voulaient pas vraiment que le roi parte. Les Hutus ne demandaient qu'une chose, être égaux devant le roi et la loi. Parce qu'il y avait une discrimination envers les Hutus. Les Hutus, ils ont dit, on veut être égaux. Si vous nommez, si le roi nomme des gouverneurs des régions, des provinces, il y avait des Hutus qui étaient capables, ils réclamaient que les Hutus aussi soient nommés à ces postes. N'oublions pas que le roi avait des conseillers qu'on appelle en Kinyarwanda Abiru. Donc c'était déjà qui étaient proches de lui, des conseillers les plus proches, surtout les plus fidèles. Celui qui essayait de ces qualités, de cette ligne de fidélité envers le roi, on l'assassinait, on le tuait. Et surtout, sa famille devait soit le condamner, dire qu'il n'est pas d'accord avec lui, ou bien alors être tué, toute la famille est donc être tuée. Alors, ils ont en 58 les conseillers, les Hutus, qui disaient que le pays appartenait à tous les Rwandais, qu'ils étaient des frères. Je dis bien, j'insiste bien, ils disaient les Hutus, dont donc Kayibanda, Gitera, Bichamumpaka et tout comme ça, ils disaient qu'on était des frères, qu'on devait vivre au Rwanda comme des frères. Eh bien, les conseillers du roi, ils ont répondu. J'ai la lettre, peut-être dans les prochains jours, on peut la relire pour ceux qui n'auront pas. Ils ont bien dit qu'ils n'étaient pas frères, les Hutus n'étaient pas leurs frères. Que s'ils voulaient qu'ils continuaient à se réclamer qu'ils étaient des frères de Tutsis, qu'ils prouvaient où c'était écrit qu'ils étaient des frères. Et ils n'avaient rien à voir avec les Hutus. Donc c'était le conseil du roi. Et le roi était d'accord avec ces gens. Et alors, c'est ça qui a agacé Gitera. Et Gitera, il a dit, si on n'est pas des frères, alors on veut une démocratie. Ça veut dire, on veut qu'on fasse des élections. Et c'est à partir de ce moment-là que les Hutus, en fait, de l'époque, ils se sont rendus compte que les Tutsis ne voulaient pas qu'on vive ensemble, qu'ils ont dit, ok, eh bien, si vous ne voulez pas, il faut que le Rwanda devienne une république, qu'il arrête d'être une monarchie. C'est à ce moment-là que la lutte a continué. Mais évidemment, les élections, il y a eu des élections qu'on appelait le référendum, donc au Kamarambaka Kinyarwanda, le référendum. Les gens ils se sont prononcés à plus de 90% contre la monarchie. Ça veut dire qu'il y avait même des Tutsis qui étaient contre la monarchie, malgré qu'ils n'étaient pas discriminés par cette monarchie. Et c'est à ce moment-là, donc, c'était le 28 janvier. Le Rwanda est devenu une république. Le roi n'était pas d'accord. Et surtout, pourquoi j'ai demandé qu'on revienne en arrière, c'est que ces gens, donc les conseillers du roi et ceux qui étaient proches du roi, surtout les extrémistes Tutsis, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas supporter d'être dirigés par un Hutu. Ils ont pris le chemin de l'exil. Ils ont pris le chemin de l'exil de leur propre initiative. On ne les a pas chassés, contrairement à ce qu'on nous raconte tous les jours. On ne les a pas chassés. Il y en a même qui ont été accompagnés par les Hutus qui disaient, mais pourquoi vous partez? Si vous partez, alors on vous accompagne, revenez quand vous voulez. Si je peux en profiter pour dire que même Kagame, il revenait au Rwanda, il y a des photos, il venait au Rwanda, il n'avait jamais été inquiété, mais il ne supportait pas qu'un Hutu soit le président du Rwanda. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 60, donc le Rwanda a eu son indépendance en 62, là en 63, les Inyenzi, ils ont attaqué. Inyenzi, c'est une abréviation qui veut dire Ingangura Rugozi Emeje Kuba Inyenzi. Donc, c'est tout ce qui avait fui, surtout les extrémistes, ils ont attaqué le Rwanda depuis Bweyeye, depuis la région volcanique, depuis Bugesera. Ils n'ont jamais cessé d'attaquer le Rwanda
avec toujours cette idée de renverser le pouvoir des Hutus. Et c'est pour ça que, quand même Abiyarimana était au pouvoir, il a donné tout ce qu'il pouvait donner, tout ce qu'il avait. Ils avaient tout, tout, quasiment tout. Ils avaient accès à tout. Mais tu viens de dire même que le parti du président de la République, le MND, c'était le secrétaire général, c'était un Tutsi. Le président de l'Assemblée nationale, c'était un Tutsi. Les businessmen, c'était des Tutsis. Donc, ils étaient partout. Dans les écoles, ils étaient partout. Et pourtant, ils ont attaqué parce que ces gens ne supportaient pas avoir un président Hutu. La preuve, même après avoir ils ont mis Bizimungu pendant quelques années pour tromper la communauté internationale, et boum, on l'a remplacé. Kagame est au pouvoir depuis, voilà, depuis toujours. C'est ça que je voulais dire. Donc, il faut que je voulais préciser ce point avant de répondre à ta question. Alors, Bon, peut-être même pas aller même si vous ne répondez pas à cette question, on pourra revenir là-dessus. Mais si on reste toujours sur ce point où les gens disent que les Tutsis sont discriminés. Donc, il y a les gens qui disent que dans les écoles, on les faisait lever pour simplement savoir qui est Tutsi et puis avec les mots qui ne sont pas aussi propres que ça. Il y a même le président du Rwanda, Paul Kagame, qui disait que sa sœur, on prenait son nez, on tordait son nez pour voir si le nez, il y a un os dans le nez. Bon, vraiment, donc, je ne sais pas. Est-ce que peut-être des dérives, quelqu'un, vous connaissez, ça a eu lieu, ou bien comment a été cette situation? Est-ce que vraiment on faisait les Tutsis se lever, on les demandait de se lever dans le sens de les humilier, dans le sens de les malmener, dans le sens de la discrimination? Peut-être ce sera même la dernière question pour aujourd'hui. Et puis, on pourra continuer pour un autre point et ça sera bien qu'on puisse prendre point par point et que les gens puissent comprendre exactement de quoi nous parlons. alors, ben, merci de m'avoir posé cette question. Je pense y reviendra parce que les gens racontent des histoires que, comme s'ils ont été au Rwanda, comme si les Tutsis vivaient au Cap-Vert, alors que ce n'est pas vrai, c'est faux. Alors, cette Mhm. histoire de Kagame, heureusement que quand il a raconté cette histoire, il y avait un Tutsi qui s'appelait Nyetera, Antoine Nyetera, un Tutsi de la cour royale. Lui, il assumait. Il nous a sorti un mot que je n'avais jamais entendu ailleurs. Il nous a dit que ces Tutsis de Kigali, il mente comme il respire. C'est lui qui l'a dit, Nyetera. Il nous a dit, je suis Tutsi, mais ces gens qui sont au pouvoir à Kigali, ils mentent comme ils respirent. Il a dit, ce qui est dommage, c'est que les gens les croient, alors qu'ils ne racontent que des conneries, des mensonges. Alors, dire que on a, évidemment, j'ai dit que moi, j'étais un gamin quand la guerre a commencé. Même avant, je n'ai jamais vu demander à quelqu'un de se lever pour l'humilier. On se levait pour saluer le professeur quand il entrait en classe. Tout le monde se levait. Et puis, on s'asseyait, on continuait. J'ai eu des profs et tout. J'ai eu un monsieur qui s'appelait Gassimba Cléophas. Il était Tutsi. Mais il était bien. J'ai eu des Hutu Tutsi. J'ai eu un directeur quand j'étais à Kibékani qui s'appelait Noah Faustin, c'était un Hutu. Mais le préfet des études, c'était donc un Tutsi qui s'appelait Gassimba Cléophas. Alors, dans cette école, si on faisait lever les Tutsis pour les humilier, parce il a été aussi mon prof de géographie et d'histoire, c'est qui humiliait, alors c'est qui faisait lever les enfants? C'était Gassimba qui était Tutsi? Je ne crois pas. Moi, je ne l'ai jamais vu.
Et quand j'ai changé, donc quand j'ai réussi l'examen national pour aller à Shogwe, j'avais des profs, Tutsi. J'avais mon prof de psychologie, il était Tutsi. J'avais mon prof de chimie, et en cinquième, il était Tutsi. D'ailleurs, en sixième aussi, il était Tutsi. Mais je ne l'ai jamais vu demander aux gens de se lever pour humilier les gens. J'ai eu un prof de physique, de maths. Lui, il était Hutu. Mais je n'ai jamais vu demander aux gens de se lever pour dire ce sont des Tutsis pour les humilier. Ça, ce sont des histoires à dormir debout. Ce sont des inventions, en fait, pour noircir l'image des Hutus. Pour dire le pouvoir des Hutus, il était comme ça, pour essayer de faire oublier en fait les crimes qu'ils sont en train de faire depuis le 1er octobre 1990 au Rwanda. Donc, pour répondre à ta question, je n'ai jamais vu cette histoire demander aux gens de se lever pour les humilier ou bien de se lever parce qu'ils sont Tutsis. Je n'ai jamais vu ça. Donc, ça sont des histoires qu'on raconte. Malheureusement, si on veut construire un Rwanda où tout le monde se sache chez lui, il faudrait qu'on arrête de raconter des mensonges, qu'on dise la vérité de ce qui s'est passé au Rwanda. Moi, j'aurais aimé voir quelqu'un venir ici me dire, moi, tel professeur ou bien tel directeur de tel établissement, j'ai des témoignages, je peux donner comme témoin telle personne et m'a demandé de se lever à telle date ou bien à telle année parce que j'étais Tutsi et pour m'humilier. Tu n'auras jamais ça. Et Kagame, il sait très bien qu'il raconte des conneries. Et parce que les gens qui l'ont mis au pouvoir, ils sont encore là pour le protéger. Mais pour répondre à la question, non, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vécu ça. Pour répondre à la question, non, peut-être ça a eu lieu où vous n'étiez pas, mais on aura toujours à échanger. Donc, nous allons clore notre débat aujourd'hui pour continuer par la suite, peut-être tout très prochainement. Et Monsieur Gaston et mon dauphin. À mon fait, j'ai été honoré d'être avec Bonheur sur cette chaîne et surtout informer les gens et leur dire que tenez bon, dites la vérité, quoi qu'on vous fasse, c'est la vérité triomphera et on continuera à dire cette vérité parce que c'est la nôtre, c'est nous qui l'avons vécue. Et j'aimerais demander aussi aux Tutsis, et tout comme aux Hutus, parce que nos familles se sont mélangées au fil du temps, sauf qu'il y a des extrémistes qui veulent toujours se mettre dans les coins pour dire que c'est eux qui méritent tout. Et j'aimerais dire aux gens qu'ils devraient venir nombreux, clamer leur innocence, parce que personne d'autre ne la dira à notre place. J'en fais partie. Donc, qu'on ose dire la vérité et que, ben voilà, tôt ou tard, on finira par se faire comprendre. Et surtout qu'on ait l'amour et la détermination pour rendre le pays habitable par tous les Rwandais. Ça n'appartient pas à un petit groupe qui tue les gens depuis bientôt 30 ans. Merci beaucoup et j'espère être avec vous encore la prochaine fois. Merci, merci nos chers téléspectateurs et nous allons continuer nos débats ad hoc. Ce n'est que le début et nous allons vraiment essayer d'aller en profondeur avec Gaston et les autres mêmes invités qui viendront par la suite pour essayer justement d'éclairer un peu, de donner la lumière sur ce qui se passe, sur le mensonge, parce que nous voulons vraiment la vérité. Nous ne voulons que la vérité. Merci et à très bientôt. À bientôt.